sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans cet épisode 101 de Espagnol tout simplement. Je suis ravie, comme à mon habitude, de t'accueillir par ici. Et aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, les fameuses subordonnées de but en espagnol. Subordonnées de but, c'est un bien grand mot pour dire, ces phrases qui commencent ou qui contiennent para que, con el fin de que, con tal de que, etc. Et qui font toujours hésiter les francophones. Par exemple, estudio para aprobar ou estudio para que apruebe. Si toi aussi tu bloques souvent là-dessus, respire, détends-toi. Promis, à la fin de cet épisode, ce sera complètement clair et une bonne fois pour toutes. Avant de commencer la grammaire pure et simple, petit flash de réalité, imagine la scène, tu es dans un café espagnol ou hispanophone, le serveur t'apporte la carte, tu commandes ton café et tu veux expliquer que tu en prends un pour rester éveillé. Tu ouvres la bouche et là, para que, autre chose, lequel? C'est typiquement le genre de situation où ton cerveau mélange tout. Parce qu'en français, on dit pour ou pour que, mais c'est assez intuitif, alors qu'en espagnol, il y a une logique derrière. Le choix dépend en fait du sujet de la phrase. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et cette logique, tu vas l'adorer quand tu l'auras comprise parce qu'elle est d'une simplicité redoutable. Mais avant d'expliciter tout ça, on va comme d'habitude expliquer en termes simples ce qu'est une subordonnée de but. Parce que tu le sais, moi ici j'aime pas la grammaire complètement déconnectée de la réalité et c'est mieux quand tu comprends de quoi on parle. Donc une subordonnée de but, ça sert à exprimer l'intention derrière une action. En clair, c'est la raison ou le pourquoi. Par exemple, en français, tu dis « j'étudie pour réussir l'examen ». Pour réussir l'examen, c'est la subordonnée de but. Ou « je t'appelle pour que tu m'aides ». Dans ce cas-là, c'est aussi « pour que tu m'aides » une subordonnée de but. Et donc, en espagnol, toute la logique repose, comme je te le disais, sur un détail capital. Est-ce que le sujet est le même dans les deux parties de la phrase ou bien est-ce qu'il est différent? C'est ce petit détail qui change tout. Premier cas, on a le même sujet d'un côté et de l'autre de la phrase. Eh bien, dans ce cas-là, c'est simple. On utilise para plus infinitif. Quand la personne qui fait l'action principale est la même que celle de l'action visée, eh bien, c'est ce para plus infinitif qui est obligatoire et on ne met surtout pas de que. Je te donne des exemples pour que tu vois mieux de quoi je parle. Estudio mucho para aprobar el examen. J'étudie beaucoup pour réussir l'examen. Ou alors, salgo temprano para llegar a tiempo. Je pars tôt pour arriver à l'heure. Ou encore un autre exemple, hablo despacio para pronunciar mejor. Je parle lentement pour mieux prononcer. Astuce express, si tu peux remplacer par afin de en français, tu es sur la bonne voie et dans ce cas-là, on utilise para plus infinitif. Attention au piège, quand on est francophone, on a souvent envie de rajouter un que pour mettre para que. On nous l'a tellement répété ce para que. Ici, dans ce contexte précis où le sujet est le même, la personne qui fait l'action principale est la même que celle de l'action visée, il ne faut absolument pas mettre de que, car le sujet ne change pas.
Par contre, dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire le cas où les deux verbes des deux parties de la phrase n'ont pas le même sujet, ici, effectivement, il faudra utiliser para qué. Et tu l'as sûrement peut-être déjà entendu, para qué en espagnol est toujours suivi du subjonctif. Exemple, te llamo para que me ayudes. Je t'appelle pour que tu m'aides. He cerrado la ventana para que no entre el frío. J'ai fermé la fenêtre pour que le froid n'entre pas. Les hablo despacio para que me entiendan. Je leur parle lentement pour qu'ils me comprennent. Ici, le subjonctif n'est pas une option. Il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on exprime un but, une intention, et pas du tout un fait certain, réalisé, matérialisé dans la réalité de la personne qui parle. Donc, si je résume sur cette partie avec une petite astuce mémotechnique, ici on a deux sujets, donc en espagnol ça donnera deux mots obligatoirement, et donc para qué. N'oublie pas, toujours suivi du subjonctif. Donc, normalement, à ce stade, para ou para qué, c'est bon, tu sais choisir. Maintenant, il nous reste à voir les cousins un peu plus formels. Par exemple, con el fin de, a fin de qué. Ça va être utile si tu veux enrichir ton espagnol. Par exemple, écrire un mail professionnel, un texte un peu plus académique. Eh bien, voici quelques équivalents plus élégants. Par exemple, con el fin de ou con el fin de qué. A fin de, en trois mots. A, fin, de, ou l'équivalent avec un qué, a fin de qué. On a aussi con el propósito de, ou con el propósito de qué. À chaque fois, on a la même nuance entre para et para qué qu'entre les deux options que je te donne pour chacun des cas. Quelques exemples. Tomaron medidas con el fin de mejorar la situación. Des mesures ont été prises afin d'améliorer la situation. Hablaré contigo a fin de que lo entiendas mejor. Je parlerai avec toi afin que tu comprennes mieux ou que tu le comprennes mieux. Organizamos el evento con el propósito de recaudar fondos. Nous avons organisé l'événement dans le but de récolter des fonds ou pour récolter des fonds. Tu vois, c'est ici une question de pratique. Tu peux noter ces tournures et t'entraîner à les introduire dans ton discours espagnol au quotidien. C'est vraiment en pratiquant que tu vas les acquérir. Ces formules ajoutent une touche de sophistication qui est parfaite pour tes écrits professionnels, tes mails Erasmus par exemple, ou pour tes présentations orales pour des examens ou des certifications. J'avais envie aussi d'aborder avec toi les erreurs à ne plus jamais faire, mais qui sont très fréquentes chez les francophones qui apprennent l'espagnol. Je dirais presque trop fréquentes. Si tu veux utiliser les subordonnés de but en espagnol comme les natifs, le premier pas, c'est de ne pas confondre por et para. C'est un autre objet, mais por ne sert qu'à exprimer la cause. Si tu veux exprimer le but, c'est vraiment para qu'il faut utiliser et tu oublies por dans ce contexte. Le deuxième piège qui est fréquent, on l'a déjà dit, mais après para qué, il faut systématiquement du subjonctif. Par exemple, j'entends fréquemment chez mes étudiants des choses du genre te llamo para que me ayudas. Non, je t'appelle pour que tu m'aides, te llamo para que me ayudes. Un autre piège fréquent, c'est de traduire littéralement du français pour que plus infinitif n'existe tout simplement pas en espagnol. Para que plus infinitif, ce n'est pas possible. Para que plus subjonctif. Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, le nouveau réflexe à adopter, c'est de ne plus te demander « je traduis quoi », mais plutôt « qui fait l'action ». C'est la seule vraie clé pour choisir entre para et para que.
Comme d'habitude, dans les notes de cet épisode, tu retrouveras un lien vers l'article associé dans lequel tu retrouveras un résumé de manière visuelle, les traductions des exemples et surtout un exercice pour pratiquer cette différence entre para et para que et voir si tu es au point ou pas. Voilà, cet épisode de podcast touche à sa fin. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. De mon côté, je te souhaite une belle semaine. N'oublie pas de pratiquer ton espagnol, il n'y a que comme ça que tu progresseras. Et en attendant le prochain épisode, cuídate y hasta luego.